Je m'appelle Fiona Callaway, j'ai 36 ans et ma vie a basculé il y a peu. 9 minutes après que mon divorce a été prononcé, j'ai appelé mon père pour lui dire d'essorer son entreprise. Je lui ai dit de virer sur le champ les 27 employés que ma belle famille y avait infiltrés. J'attendais de pouvoir prononcer ces mots depuis 15 mois. Un soulagement immense, mais chèrement payé. Mon père est d'abord resté muet, puis il m'a posé la question que j'espérais tant entendre. Je pensais avoir fait le plus dur, mais je me trompais. Le soir même, mon ex-belle-mère tambourinait à ma porte en hurlant. Devant mon silence, elle a murmuré une offre bien plus toxique que sa colère. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà trouvé l'étagère vide. Installez-vous confortablement, car vous et moi allons plonger dans une histoire où les secrets de famille éclatent enfin. Ici, on aime voir la dignité l'emporter sur les faux-semblants. Si ce genre de récit vous parle, écrivez-le en commentaire et abonnez-vous. Pour tout comprendre, il faut que je vous parle de mon père. Raymond Callaway a fondé Callaway Mécanique en 1992 avec un poste à souder d'occasion et une camionnette qui refusait de démarrer en hiver. Quand j'étais au lycée, l'entreprise s'était installée dans de vrais locaux à Vénissieux. Ça sentait le décapant et le café brûlé. J'ai grandi là, à faire mes devoirs sur un coin de table, dans la salle de pause, au milieu des ouvriers. J'ai appris à déchiffrer les contrats commerciaux bien avant d'obtenir mon permis de conduire. Mon père avait la fâcheuse manie de signer tout ce qu'on lui présentait avec un grand sourire. Alors, il fallait bien que quelqu'un lise les petites lignes. Cette vigilance est devenue ma vocation. J'ai payé ma fac de droit grâce à des bourses et en bossant de nuit dans une étude notariale. Je n'ai jamais réclamé un seul centime à l'entreprise familiale. C'était une question d'honneur. Quand j'ai enfin rejoint la boîte en tant que directrice juridique, j'avais amplement mérité ma place. En 2026, nous comptions 212 employés. Mon père disait toujours 212 familles. Il connaissait tout le monde, mais mon travail à moi était beaucoup plus de l'ombre. Mon quotidien consistait à éplucher les accords, traquer les risques et classer les dossiers par couleur. J'étais officieusement désignée comme la rabat-joie de service lors des réunions. Mon père plaisantait souvent en disant que je lisais des notices de garantie pour me détendre. Il n'avait pas tout à fait tort, mais voilà le problème quand on est du genre méticuleux. Tout le monde vous adore quand vous dénichez une erreur chez un sous-traitant, mais beaucoup moins quand cette erreur s'assoit à votre propre table. Le premier recrutement des Whitmore a commencé sous forme de faveur. Retenez bien ce mot. J'ai rencontré Grant Whitmore en 2016, lors d'un gala de charité. Il avait 28 ans. Il avait ce charme discret et attentionné qui m'a tout de suite fait fondre. Grant s'intéressait sincèrement à moi et écoutait chacune de mes réponses. Quand il m'a présenté à sa famille cet automne-là, j'ai tout de suite compris que j'étais traitée comme un plan d'affaires qu'on expose à des investisseurs. De l'extérieur, leur demeure en imposait. Mais de près, mes réflexes professionnels ont repris le dessus, sous la peinture blanche toute fraîche. Le bois des fenêtres tombait en ruines, de la vieille noblesse fauchée. Je n'avais pas encore les mots pour le dire, mais je le sentais. Suzanne Whitmore m'a accueillie parée de perles en plein après-midi.
Elle était d'une politesse si calculée qu'elle en devenait étouffante. Elle connaissait le bras long de toute la région. Quand elle m'a interrogée sur mon métier, j'ai décrit mon rôle chez Callaway. Suzanne a posé sa fourchette avec délicatesse, m'a gratifiée d'un sourire victorieux et a lâché. Pragmatique, c'est exactement ce dont cette famille a besoin. Tout le monde a ri de bon cœur. J'ai ri aussi, flattée. Il m'a fallu 9 ans pour réaliser que c'était en fait une proposition d'embauche. Sauf que je n'étais pas la future employée, j'étais l'acquisition. Grant m'a demandé en mariage au printemps suivant, dans un restaurant choisi par sa mère. J'ai dit oui sans hésiter, une décision que je regretterai toute ma vie. Notre mariage a eu lieu en 2017, devant 200 parfaits inconnus. Lors du banquet, Suzanne a levé sa flûte de champagne pour un toast lourd de sens. La famille protège la famille. Toute la salle a applaudi bien fort. En voyant mon père écraser une larme, je lui ai serré la main, persuadée d'être la femme la plus chanceuse du département du Rhône. Mais 6 semaines plus tard, Suzanne m'a appelée directement pour me parler de son cousin, Robbie, prétendument très doué avec les chiffres et disponible. Le service des achats cherchait quelqu'un. J'ai transmis son dossier à mon père en mentionnant notre lien de parenté. Très fière de ma transparence. Robbie a passé l'entretien sans problème et a été embauché. J'ai signé sa fiche d'accueil moi-même, ravie de voir nos 2 familles s'unir ainsi. Aujourd'hui, cette signature me donne la nausée. J'ai le sentiment d'avoir moi-même ouvert la porte de notre maison aux loups, en leur disant poliment d'entrer. Robbie faisait son travail sans faire de vagues, ce qui était exactement le but recherché. Il servait d'éclaireur de ballon d'essai. On n'envoie jamais la vraie marchandise en premier. À Noël, Suzanne a offert à mon père une bouteille de vieux whisky de grande valeur, affirmant que Callaway Mécanique incarnait une belle réussite dont elle était fière de faire partie. Mon père rayonnait, et moi aussi. J'ai calculé plus tard que cette bouteille ne représentait qu'1 millième de ce que cette simple phrase allait lui rapporter. Entre 2019 et 2021, notre entreprise a connu un essor fulgurant. 3 vagues d'expansion, 2 nouveaux contrats publics et des embauches massives pour suivre la cadence. Au milieu de cette croissance, j'ai commencé à détecter une anomalie subtile, comme une odeur étrange dans une maison qu'on connaît par cœur. Une secrétaire qui s'avérait être la filleule de Suzanne, une comptable dont la mère jouait au tennis avec elle le mardi, un maîtreur recommandé par Grant. Le réseau de mon mari se limitait d'ailleurs aux personnes présentées par sa propre mère. Leur profil était léger, mais correct légalement. Tous ces recrutements étaient gérés par Marcy Holt, notre nouvelle directrice des ressources humaines, embauchée sur recommandation de Suzanne après le départ surprise de notre ancien DRH. J'ai fini par aborder le sujet lors d'un comité de direction. J'ai signalé que le nombre de recommandations familiales devenait excessif et qu'une politique stricte sur les conflits d'intérêts s'imposait. Marcy a souri avec condescendance, comme on rassure un enfant qui a peur du noir. Fiona adore analyser les contrats pour s'amuser, a-t-elle lancé sous les rires de l'assemblée. Ma réputation de paranoïaque me rendait inoffensive à leurs yeux.
Mon père m'a tapé sur l'épaule en sortant. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai rédigé un protocole et imposé des déclarations d'intérêt à chaque recrue. Cela semblait dérisoire, mais ces documents allaient s'avérer cruciaux des années plus tard. En 2021, je comptais déjà 11 employés liés au Whitmore. C'est à ce moment-là que leur emprise est passée à la vitesse supérieure. En septembre 2021, mon père a fait un arrêt cardiaque dans l'atelier. Il avait 60 ans. Il s'est effondré au milieu des tuyaux de métal et un jeune apprenti de 23 ans a pratiqué un massage cardiaque en attendant les secours. Triple pontage coronarien. Il a survécu, rassurez-vous, mais il a dû s'éloigner de l'entreprise pendant 8 mois. J'ai passé cet automne à courir entre l'hôpital de Lyon et nos bureaux à Vénissieux. J'ai privilégié la vie de mon père au détriment de la surveillance des effectifs. C'est alors que Dean Whitmore, son jeune frère de 34 ans, s'est proposé pour aider. Ce coup de main temporaire s'est vite transformé en un poste de directeur des opérations. Grant, mon mari, qui avait déjà été propulsé vice-président des relations clients grâce aux manœuvres de sa mère, s'est empressé de présenter son frère Dean à nos contacts clés. Pendant que j'étais au chevet de mes parents, 16 nouvelles personnes ont été recrutées en douce par Marcy. Quand mon père est revenu, affaibli et fuyant le moindre conflit, il a trouvé ce changement plutôt positif, saluant toute cette énergie neuve. Moi, en analysant cet organigramme, j'y ai vu un véritable cancer en train de ronger notre boîte. Je suis allée lui en parler calmement, en fermant bien la porte de son bureau. D'un geste là, mon père a levé la main pour me couper. C'est là que j'ai entendu cette phrase qui allait régir ma vie pendant les 5 années suivantes. « On ne vire pas la famille », a-t-il dit, sans colère, avec cette certitude tranquille qu'il réservait d'ordinaire aux températures de soudure. Pour être honnête, je n'avais encore aucune preuve formelle. Juste une intuition tenace et un croquis. Fin 2023, lors d'une nuit d'insomnie, j'ai dessiné la structure de la boîte sur un bloc-notes. Chaque embauche depuis mon mariage, chaque recommandation. Puis, j'ai entouré en rouge tous ceux liés au Whitmore, de près ou de loin. J'ai dû recompter 2 fois tellement le chiffre me paraissait irréel. 27 personnes étaient installées, aux achats, à la comptabilité, aux devis, aux ressources humaines et aux opérations. Si vous savez comment l'argent s'échappe d'une boîte, vous comprenez vite que ce n'est pas un hasard, c'est un réseau organisé. Le lendemain matin, j'ai posé mon bloc-notes sur le bureau de mon père. Il l'a fixé un long moment et j'ai vu une lueur d'inquiétude traverser son regard. Mon père n'est pas idiot, il est juste loyal, et ce genre de faiblesse fait parfois de gros dégâts. Il m'a tendu le papier en me disant que les proches de Suzanne étaient des gens bien
et qu'on ne licenciait pas la famille. Pour lui, c'était une valeur morale. Pour Suzanne, c'était un parfait laissez-passer. Je suis repartie dans mon bureau pour agir seule, à mon échelle. J'ai commencé par restreindre les plafonds de dépenses et imposer une double signature pour chaque nouveau prestataire, tout en m'octroyant un accès direct à tous les dossiers d'achat. C'était comme empiler des sacs de sable avant une tempête, alors que tout le monde fêtait le grand soleil. 2 mois plus tard, je suis tombée sur le bon de commande numéro 7734 et ma vie a basculé. En janvier 2024, alors que je comparais sagement nos budgets au cours des matières premières, j'ai remarqué une anomalie. Le cours du cuivre avait chuté, mais pas nos factures. Après vérification, notre fournisseur, Brightline Distribution, nous facturait 22% au-dessus du marché. Et 22%, ce n'est pas une simple erreur de calcul. Une telle différence sur un volume pareil équivaut à un crédit immobilier remboursé en pure perte chaque année. Évidemment, un tarif excessif n'est pas un délit en soi. Cela peut juste être de la négligence. J'ai donc fait mon travail d'audit en épluchant le dossier de ce fournisseur. Créée 5 ans plus tôt, la société Brightline avait rejoint nos partenaires en 2021 pendant la convalescence de mon père, validée par la seule signature de Dean Whitmore. Son siège social se trouvait dans une simple boîte aux lettres d'une zone industrielle près d'Orléans, ce qui est ridicule pour un grossiste en tuyauterie. Le gérant officiel s'appelait Ted Lund, un inconnu, et leur site web n'était qu'un assemblage de photos libres de droit avec des filigranes encore visibles. Je suis restée prostrée devant ces éléments toute la soirée, sans appeler personne ni faire d'esclandre. Par le passé, j'avais déjà été celle qui signalait des anomalies lors de réunions de direction, et j'avais vu à quel point des hommes mûrs pouvaient transformer le sérieux d'une femme en une plaisanterie d'initié. Cette fois, j'allais amasser des preuves indiscutables avant d'ouvrir la bouche. J'ai imprimé 5 ans de facturation. Durant 3 semaines, ma table à manger est devenue mon quartier général, couverte de papiers classés par trimestre. Comme mon mari Grant voyageait beaucoup cet hiver-là, sous prétexte de relations clients, je passais mes nuits seule, un surligneur à la main, sentant un froid glacial m'envahir le ventre, à mesure que les pièces s'assemblaient. Les documents papier disaient tous la même chose. Les tarifs de Brightline augmentaient par petits paliers, très discrets, juste assez bas pour ne pas déclencher d'alerte automatique et rester sous le seuil exigeant une double validation. Ce fameux seuil que j'avais moi-même instauré. Quelqu'un avait étudié mes règles de sécurité pour passer pile en dessous. Certaines commandes revenaient en boucle, identiques, réglées comme une horloge. Le pire,
c'est que les transactions les plus lourdes concernaient du matériel impossible à relier à un chantier réel. Des raccords en cuivre destinés à des projets fantômes. Pourtant, les bons de réception étaient dûment signés et complétés. Mais je commençais à comprendre que tout cela n'était qu'une immense fiction. Vous connaissez cette sensation quand un mot familier vous semble soudain mal orthographié? C'est l'effet que me faisait la paperasse de ma propre entreprise. Ces documents officiels en lesquels j'avais confiance semblaient faux, artificiels. En janvier, je me suis imposé une règle stricte. Tout vérifier, ne jamais supposer. Pour chaque anomalie, je notais l'explication innocente à côté de la version coupable. Fin février, j'avais une pile de dossiers suspects. Le problème n'était plus de savoir s'il y avait un détournement, mais qui en profitait? Et la réponse me touchait de très près. Un mardi soir, autour d'un dîner préparé avec soin pour éviter l'ambiance d'un interrogatoire, j'ai posé la question à Grant. Cela en disait long sur notre couple. J'ai essayé de paraître détachée en lui demandant s'il connaissait Brightline, car leur prix semblait étrange. Sa fourchette est restée suspendue en l'air une fraction de seconde. Si vous n'avez jamais vu l'être aimé se figer ainsi, je ne vous le souhaite pas. Puis il a affiché son sourire des grands jours pour me dire que sa mère connaissait le patron et que tout allait bien. J'ai insisté en lui demandant de quel propriétaire il parlait, puisque les statuts étaient presque vides et qu'on perdait des sommes astronomiques chaque année. Grant a alors posé ses couverts et m'a regardé avec une expression inédite. Ce n'était pas de la culpabilité, mais de la patience, celle de quelqu'un qui s'était longuement préparé à cette confrontation. « Tu fais toujours ça », m'a-t-il dit doucement. « Tu transformes un bête tableau Excel en roman policier. L'entreprise de ton père va bien, tout le monde va bien. S'il te plaît, épargne-nous tes audits, le temps d'un dîner. » Nous ne nous sommes pas disputés, c'est ce que les gens ont du mal à croire. Aucun éclat de voix, personne n'a quitté la table. Nous avons discuté de ses neveux et de vacances hypothétiques. Puis, nous avons débarrassé la table comme de simples collègues de travail. Pourtant, quelque chose s'était brisé durant cette fameuse seconde d'hésitation. Nous le savions tous les deux, comme on sait qu'un membre est cassé avant même la radio. Il savait pour Brightline. Il avait choisi de me manipuler plutôt que de me dire la vérité. En mars 2024, je suis allée voir mon père avec un bilan d'une seule page, extrêmement simple. 2 colonnes limpides. Le prix mondial du cuivre d'un côté et ce que nous le payons de l'autre. Il l'a lu 2 fois de suite. Pendant 1 minute, j'ai cru retrouver mon vrai père. Cet homme rigoureux qui n'hésitait pas à chasser un fournisseur malhonnête. Mais son visage s'est refermé et il m'a promis de vérifier cela en toute discrétion. J'ai eu le tort de le croire sur parole. En réalité,
j'ai quitté son bureau à 11h40. À 18h15, Suzanne Whitmore débarquait chez mes parents avec un gratin de pâtes sans prévenir. Pour la première fois en 4 mois. Seule l'assistante de direction connaissait mon planning. Faites le calcul. Ma mère m'a raconté les détails de ce dîner le lendemain, confuse. Suzanne s'était mise à pleurer, s'inquiétant de ma surcharge de travail et de la pression insupportable que je m'imposais. Selon elle, je voyais des fantômes dans les chiffres, à force de trop vouloir bien faire. Elle n'a jamais prononcé le nom de Brightline. Elle n'en avait pas besoin. Son but n'était pas de réfuter mes preuves, mais de me faire passer pour une épouse au bout du rouleau. C'était diaboliquement habile, car s'y opposer revenait à lui donner raison. Le week-end suivant, mon père me conseillait déjà de prendre du repos. Et le lundi, pour la première fois en 9 ans, dans notre propre boîte, j'ai reçu une convocation RH sans motif précis. 3 salariés avaient déposé une plainte formelle contre moi. La directrice des ressources humaines a parlé de comportements toxiques récurrents. Un mot qu'elle avait sans doute emprunté à mes propres rapports. Selon elle, je créais une ambiance délétère par mon attitude hostile. Évidemment, ces 3 employés figuraient sur ma fameuse liste des 27 proches de Suzanne. L'un d'eux était un type à qui j'avais parlé 2 fois dans ma vie pour un problème de stationnement. On m'a alors suggéré, avec cette fausse bienveillance d'entreprise, de faire du télétravail pour le bien de tous, en attendant les conclusions de l'enquête. L'ironie était totale. Le système défaillant que je tentais de soigner venait de me désigner officiellement comme le virus à éliminer. Sur le papier, mon badge d'accès fonctionnait encore, mais j'étais bel et bien mise à la porte. Dean signait à ma place et Marcy gérait les audits. Mon père, fatigué, m'a dit au téléphone qu'un peu de distance nous ferait du bien. Je veux que vous compreniez bien une chose, ce n'était pas un lâche. C'était juste un homme de 62 ans au cœur fragile, qui aimait sa boîte et à qui on servait 2 versions de la réalité, dont une douce, sans conflit. Après avoir pleuré 1 minute seule dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'au magasin de fournitures de bureau pour acheter 6 bacs en plastique. S'il me coupait les accès réseau, j'allais faire mes propres copies physiques de chaque dossier de l'entreprise. Mais avant de partir, j'avais un dernier arrêt obligatoire à faire dans le dépôt. La travée 12. Bon de commande numéro 7734. Un stock de raccords en cuivre de 84 000 € acheté chez Brightline et officiellement réceptionné un jeudi d'octobre. Pour ma dernière après-midi dans les locaux, j'ai arpenté les allées, un bloc-notes à la main. J'avais l'air d'une simple employée faisant l'inventaire, mais je me sentais comme un cambrioleur vidant les coffres de sa propre banque. La travée 12 se cache tout au fond du hangar, après les rangées de profilés métalliques. C'est une structure en acier géante, haute comme un immeuble. Selon les papiers officiels, toute cette fortune
devait se trouver là, sur la 3e étagère. Je suis restée immobile devant ce rayonnage de longues minutes. L'étagère était vide. Pas vidée à la va-vite, non, désespérément vide. Une couche de poussière grise et uniforme la recouvrait entièrement. Le genre de pellicule qui met des mois à s'installer. Aucune trace de frottement, aucun rectangle propre laissé par des palettes. Aucune marque de chariot élévateur sur le sol en béton. Ce chargement prétendument livré n'avait jamais effleuré ce métal. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tout pris en photo. Plan large, gros plan, sur la poussière, numéro de la travée avec l'horodatage précis sur chaque cliché. On peut falsifier des documents. Suzanne me l'avait bien montré en mars. Mais je défie quiconque de contester la poussière. Sous la lumière blafarde de l'allée, j'ai enfin eu la certitude que je n'étais pas folle. Je n'avais jamais été paranoïaque, et le pire restait à venir. J'ai envoyé les clichés sur ma boîte personnelle en mettant mon avocate en copie, puis j'ai dépassé le poste de sécurité avec un grand sourire. Gardez bien cette étagère vide en mémoire, car nous allons la revoir très bientôt. Je voulais offrir une dernière porte de sortie à mon mari, lui prouver que j'étais prête à l'aider. C'était un dimanche de mars 2025. J'ai posé les photos de la travée 12 sur l'îlot de la cuisine, à côté du dossier de Brightline, et je lui ai dit « Viens avec moi, voir mon père. On règle ça ensemble et tu sors de leur combine dès aujourd'hui. » Grant a fixé ses photos en silence pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis mon époux, l'homme qui se rappelait si bien mes goûts de café en 2016, a lâché. « Tu me demandes de trahir ma mère. » La famille protège la famille, c'est tout. Le fameux toast que Suzanne avait porté 9 ans plus tôt ressortait mot pour mot de la bouche de son fils. J'ai enfin compris le sens profond de cette phrase. Ce n'était pas une promesse de solidarité, mais un acte de propriété cynique. Un grand livre de comptes, comptabilisant les dettes au lieu de l'amour. Je n'étais tout simplement pas sur la bonne page. Et Grant non plus d'ailleurs. Je lui ai répondu d'une voix calme. D'accord. Rien d'autre. C'est là que réside ma force. C'est le jeudi 13 mars 2025 que j'ai déposé ma demande de divorce au tribunal de grande instance. Le greffier enrhumé qui a tamponné ma requête m'a souhaité un bon week-end d'un air compatissant. Ma première véritable perte venait de se concrétiser. Mon mariage était mort depuis 1 an, mais il avait désormais un numéro de dossier. Derrière ce guichet, j'ignorais encore que cet acte venait de lancer une terrible partie d'échecs contre la montre. Mon avocate s'appelle Naomi Price. À 44 ans, elle facture au tarif d'un neurochirurgien et s'exprime avec la même froideur. Sa première décision a été de me confisquer ma seule arme. Interdiction absolue d'intervenir dans l'entreprise. Cette consigne m'a fait ricaner. J'avais les preuves d'un détournement de 84 000 € et des cartons entiers de documents secrets dans mon coffre. Je me croyais invincible.
mais Naomi est restée d'un sérieux de plomb. Fiona, écoutez-moi attentivement. Si vous commencez à licencier ses proches et à suspendre les contrats des sous-traitants, vous ne serez pas une lanceuse d'alerte. Vous serez juste une épouse jalouse qui cherche à détruire la valeur de l'entreprise pour plumer son mari. Ils vont enterrer toutes vos preuves sous l'argument de la vengeance personnelle. Je la détestais profondément à cet instant. C'est cette colère sourde qu'on ressent face aux gens qui ont raison. Leur fraude n'était plus protégée par l'aveuglement de mon père, mais par mon propre divorce. C'était le piège parfait. Agir et perdre la boîte ou attendre. Si l'on vous a déjà traité de folle parce que vous temporisiez, dites-vous bien ceci. Parfois, la stratégie la plus agressive ressemble à de l'immobilité pure. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire alors ? Ai-je demandé. Naomi a esquissé son premier sourire et j'ai compris pourquoi elle terrifiait ses adversaires. Préparez-vous en secret, m'a-t-elle soufflé. Et quand le signal sera donné, frappez d'un coup sec. La famille White a fait traîner la procédure pendant 15 mois, multipliant les reports d'audience pour casser le rythme. Lors des réunions de conciliation, leur camp marchandait les meubles de la maison avec une mesquinerie incroyable. Parfait, pensais-je. Perdez votre temps. Moi, j'utilise le mien. J'ai engagé Priya, une auditrice financière hors pair, basée à Lyon, en lui versant 35 000 € de mes propres économies. C'était l'argent prévu pour l'apport de la maison, que je n'achèterai plus. Les soirs et les week-ends, Cal Dobbs, le comptable en chef de mon père depuis 22 ans, m'envoyait discrètement des données chiffrées qu'il avait le droit d'exporter, bien que terrifié. Nous avons ainsi reconstitué 100 ans d'activité avec Brightline, traquant chaque fausse facture signée des mêmes initiales. Le tableau Excel de Priya s'est rapidement enrichi de 10 onglets complexes, puis d'une synthèse finale dont le montant nous a glacé le sang. C'est en relisant le contrat cadre de Brightline que j'ai découvert la clause qui allait bouleverser tout mon calendrier. Une reconduction tacite pour une période de 5 ans supplémentaires, activée automatiquement, sauf dénonciation écrite 30 jours avant l'échéance. J'ai vérifié les dates 2 fois avant de rester figé devant mes fiches cartonnées au mur. Il fallait rompre le contrat fin juin 2026 au plus tard, sinon nous étions enchaînés à eux jusqu'en 2031. 5 ans de pillage légal rédigé de ma propre plume. Notre divorce qui s'étirait à pas de tortue devait être prononcé à la mi-juin. Dès que j'ai compris la manœuvre, ces 15 mois de procédure m'apparurent sous un jour totalement nouveau, comme une photo qui se développe à l'envers. J'ai repris tout l'historique judiciaire pour le calquer sur le calendrier commercial. La première demande de report de leur côté avait été déposée pile la semaine où Naomi avait transmis nos pièces. Leur changement soudain de conseil, qui décalait tout de 90 jours, nous privait de toute conciliation rapide. Chaque retard calculé repoussait l'échéance finale vers une date précise. Le verdict tomberait 48 heures avant la fin du contrat. 48 heures. Ce n'était pas par pure méchanceté ou par appât du gain qu'il faisait traîner notre rupture.
Il voulait juste gagner du temps pour sauver ce contrat d'approvisionnement. Pendant la procédure, la loi m'interdisait de modifier quoi que ce soit. Il pariait qu'une femme, fraîchement célibataire, occupée à trier ses cartons et à reconstruire sa vie personnelle, ne prendrait pas le risque de lancer une guerre commerciale en 2 jours chrono. Franchement, c'était un calcul malin qui aurait fonctionné sur presque tout le monde. J'ai appelé Naomi pour lui exposer la situation. Après un silence admiratif, elle a tranché. On ne lâche rien. Il vous croit fatigué. Et là, j'ai ressenti un truc inédit depuis 2 ans. Pas de la peur, non, mais un sens aigu du timing. Il pensait jouer la montre sans se douter que j'avais réglé mon heure sur la leur. Le rapport de Priya est arrivé en avril 2026. 81 pages, sous spirale, comme demandé. Il traduisait en jargon de comptable ce que je hurlais en langage d'épouse depuis 2 ans. Des achats fantômes via la société Brightline Supply sur 5 ans pour 1 900 000 euros. 1,9 million. J'ai lu ce chiffre debout, puis je me suis assise pour le relire. Ce document retraçait tout le voyage de l'argent de Callaway Mécanique à Brightline, puis vers une société écran gérée par ce type suspect repéré 2 ans plus tôt. L'annexe des registres de Ted Lundy a fait ce que je n'avais jamais réussi depuis ma cuisine. Théodore Lundy de Versailles, cousin germain de Suzanne Whitmore, figurait comme neveu adoré dans l'avis de décès de sa mère en 1989. C'était lui, le patron. Ce que j'ai ressenti alors n'était pas de la victoire. Avez-vous déjà débusqué la source d'une mauvaise odeur chez vous ? Le truc immonde coincé dans le mur. On est soulagé et écœuré, car il faut casser la cloison. Ma belle famille avait planté une paille au cœur de l'entreprise de mon père pour s'y abreuver depuis 5 ans, tout en nous envoyant des vœux de Noël et des registres paraphés, jurant que ce cuivre fantôme était bien sur nos étagères. Priya a identifié les initiales. C'était Dean Whitmore, le directeur des opérations, le fameux bénévole. J'ai refermé le rapport en l'alignant soigneusement avec les bords de la table, comme je le fais toujours pour calmer le tremblement de mes mains. Puis j'ai écrit une phrase au crayon à papier sur la couverture. Personne ne doit voir ça avant le prononcé du divorce. Il restait 39 jours. Laissez-moi vous poser une question d'ami à ami. Si vous avez déjà tenté de prévenir vos proches au sujet de quelqu'un pour les voir ensuite croire cet étranger si charmant plutôt que vous. Racontez-moi ça dans les commentaires. Je lis absolument tout le monde. Et si vous voulez savoir ce que j'ai dû sacrifier pour me libérer, restez avec moi, car ça arrive. Abonnez-vous pour ne pas rater la fin de cette histoire. En mai, à 5 semaines du procès, Suzanne a abattu sa carte maîtresse. Et c'était magnifiquement joué. Son coup est arrivé sous l'apparence de la paix. L'avocat de Grant proposait une médiation familiale. Pas juridique, mais émotionnelle, autour d'un thé et d'une réconciliation présidée par Suzanne. Glissée à l'intérieur se trouvait la vraie proposition. Les Whitmore renonçaient à l'évaluation de Callaway Mécanique comme bien commun. Cette menace planant sur l'entreprise de mon père si je signais un accord de confidentialité absolue
sur toute la famille et le business. Relisez bien ça. Ils arrêtaient de réclamer une part du gâteau contre mon silence sur leur vol. Naomi a compris la manœuvre. Ils savent ce que tu as entre les mains, m'a-t-elle dit. Malgré nos précautions, durant 15 mois de procédure, un fil avait fini par dépasser. Une demande de pièces trop proche de Brightline ou une question balayée trop vite par l'avocat de Grant. Ils savaient. Au lieu de paniquer, ils avaient estimé le tarif. C'est ce que j'avais fini par comprendre de leur monde. Tout s'y négocie, surtout la vérité. Chaque scandale a son prix, et chaque crime n'est qu'une facture en attente. Ils croyaient que la petite Fiona, si tranquille, celle qui encaissait tout en souriant au dîner de famille, accepterait l'accord. Échanger la vérité contre une sortie sans histoire. C'est ce qu'elle avait toujours fait. J'ai dit à Naomi de refuser poliment sans contre-offre. Sa réponse m'a fait rire aux éclats dans mon appartement vide. Refuser, m'a-t-elle écrit ? Ils viennent de comprendre que tu as du répondant. Prépare-toi au tapage. Et du tapage, il y en a eu. Ma mère m'a rapporté que Suzanne racontait que je faisais une dépression et cherchais à tout détruire en partant. Les dîners mondains de la ville suivaient sa météo, et pour moi, les prévisions annonçaient de la pitié teintée de mépris. C'est là que j'ai enfreint ma propre règle à moitié. Le gel judiciaire me liait les mains au bureau, mais pas à la table de mes parents. Lors de la Pentecôte 2026, pendant que maman était à la paroisse, j'ai posé le rapport de Priya devant mon père, en restant parfaitement silencieuse. Il a lu pendant 40 minutes. Mon père n'est pas un homme de paperasse. Il remue un peu les lèvres quand il lit des textes juridiques, une habitude que j'aime depuis toujours. Mais vers l'annexe des bons de réception, ce mouvement s'est arrêté. Ses mains se sont figées, ses épaules se sont affaissées. J'ai regardé un homme assister à l'autopsie de 5 ans de confiance trahie. Quand il a levé les yeux, son regard était humide. Ce qu'il a dit m'a brisé le cœur, plus que toutes les piques de Suzanne. On ne licencie pas la famille. Mais cette fois, le ton était faible. Ce n'était plus un principe, c'était une question incertaine. Le son d'un homme qui se demande si la phrase sur laquelle il avait bâti toute son honnêteté n'avait pas été utilisée contre lui comme une arme. « Non, papa », ai-je dit en prenant sa main, « on ne le fait pas. » Mais quelqu'un a redéfini la famille dans notre dos, et j'ai besoin que tu me fasses confiance pour la suite. Il est resté silencieux un long moment. « De quoi as-tu besoin, fille ?» J'avais attendu cette question toute ma vie. « Un appel », ai-je répondu. « Dans 3 semaines, quand je te donnerai le signal. » Je dois vous raconter la nuit d'avant la négociation finale, car c'est là que la vraie guerre s'est décidée. Seul, chez moi, tout était paré. L'épreuve de Priya, la lettre de résiliation, mon père sur le qui-vive. Devant mon thé froid, je me suis surprise à imaginer la version pacifique. Vous la connaissez aussi, cette version tranquille ? Donner le rapport à mon père. Le laisser licencier 27 personnes à l'amiable.
laisser Brightline disparaître dans un accord discret. Pas de vagues, pas de flics, pas de scandale. La version où Fiona règle tout sans faire d'histoire. J'avais passé ma vie à inventer ces scénarios feutrés. C'est le propre des filles trop responsables. Nous digérons le poison familial en privé et appelons ça du courage. Nous préservons la paix comme un bébé reçu à la naissance, qu'il ne faut pas faire tomber. En fixant mon thé froid, j'ai fait les comptes. 15 ans de docilité avaient offert aux Whitmore du temps de l'impunité et 1 900 000 €. Mon silence n'avait jamais protégé les miens. Mon silence avait protégé leur combine. Voilà ce que j'ai murmuré seule à 1h du matin. Prononcer ces mots m'a libérée d'un fardeau si ancien que je ne sentais même plus son poids. Si la vérité restait gérable, elle restait niable. Il fallait qu'elle éclate, même si cela devait me coûter mon nom, ma vie privée et ma réputation de fille raisonnable. À 1h14 du matin, j'ai écrit à Naomi. Va jusqu'au bout, j'arrête d'être gentille. Sa réponse est tombée à 6h pile. Enfin, voilà ce que j'ai négocié. Et je veux que vous écoutiez bien ces chiffres, car c'est à ce moment-là que les gens croient que j'ai perdu la tête. Notre plus gros bien commun était notre maison à Versailles, vendue durant la procédure pour 640 000 €. Ma part légitime était de 320 000 €. S'y ajoutaient les retraites, la pension compensatoire et les avocats de Grant, qui pinaillaient sur l'entreprise. Début juin, Naomi a posé son offre. Je ne prenais que 40 000 € sur la vente. Seulement 40 000. Et abandonné tout le reste. En échange, les Whitmore renonçaient définitivement à toute réclamation contre Callaway Mécanique et ses actifs. Naomi avait rédigé une clause blindée visant Grant, Suzanne, Dean, Ted, Lundy, Brightline et leurs proches, connus ou inconnus. En face, le calcul mental a figé la pièce comme une vague de froid. Elle nous paye pour qu'on s'en aille, pensait-il. 250 000 € offerts par l'ex-épouse épuisée, instable et bientôt ruinée. Ils ont signé si vite que le notaire a dû leur demander de ralentir. Naomi m'a regardé une dernière fois avant que j'appose mes initiales. Tu les payes pour qu'ils lâchent l'entreprise de ton père, tu en as conscience. Jusqu'au dernier centime, ai-je répondu avant de signer. C'est à ce moment précis que la porte s'est refermée derrière moi, pour de bon. Ma vie d'avant, l'argent de la maison, la sortie honorable, l'illusion que rien de tout cela n'avait eu lieu. Tout s'est évaporé dans cette encre bleue. Les gens s'imaginent souvent que le point de non-retour est un coup du destin. Parfois, on choisit simplement de le payer de sa poche. C'est le 16 juin 2026 que tout s'est joué. L'audience finale a duré 11 minutes. 11 minutes pour effacer 9 ans de vie commune. C'est insultant, mais j'ai fini par aimer cette efficacité glaciale. À 9h31, le juge a signé le décret. Mon mariage était fini. La liberté était là, et le gel des avoirs, cette laisse de 15 mois, imposée par mon avocate Naomi, s'est dissous d'un coup. Grant a refusé de me regarder dans le couloir.
Suzanne n'est pas venue. Elle trouve les tribunaux trop vulgaires. Ironique pour une femme dont la vie entière dépend d'eux. Je suis sortie sous le soleil de juin. J'ai vérifié ma montre, synchronisée à la seconde près. Il me restait exactement 47 heures pour annuler le projet Brightline. Il s'attendait sûrement à ce que je rentre sagement chez moi pour pleurer. Mais à 9h40, divorcée depuis seulement 9 minutes, j'ai appelé mon père. Il attendait devant son téléphone depuis 7 heures du matin, comme je le lui avais demandé. « Papa, c'est fait, c'est le moment, vire les 27. » Cal a les dossiers, l'avocat en droit du travail a les lettres de licenciement, et la sécurité est prête. Marcie passe en premier, avant qu'elle ne touche au moindre fichier. Il y a eu un silence au bout du fil. Dans ce blanc, j'ai senti le poids de 34 ans de tradition familiale s'effondrer doucement. J'ai déjà mes bottes aux pieds, m'a dit mon père. À 64 ans, il avait la voix d'un gamin de 20 ans. J'ai ri nerveusement. Sur ces marches, ruiné mais libre. Avec 47 heures pour tout changer. Je sais que vous attendez de savoir comment s'est passé cet appel. Pour être honnête, j'attendais ce moment depuis 15 longs mois. Ce que je n'avais pas prévu en revanche, c'est la personne qui frapperait à ma porte à l'heure du dîner. Je n'étais pas dans les bureaux pour les licenciements. C'était le dernier conseil de Naomi. Et il était excellent laisser les avocats gérer l'exécution pour que tout soit net. Cal m'a téléphoné le soir même pour tout me raconter. Et je vais vous livrer son récit tel quel, car il l'attendait depuis 22 ans d'avoir enfin une histoire croustillante à raconter. À 11h, mon père, l'avocat, et un greffier se sont installés dans la petite salle de réunion. 27 entretiens de 10 minutes, sans éclat de voix, mais d'une précision chirurgicale. Fin de contrat immédiate, voici vos indemnités. Et voilà la sortie. Marcie Holt est passée la première, avant même que son badge ne puisse ouvrir un autre dossier confidentiel. Cal m'a dit qu'elle n'avait presque rien dit, ce qui m'a glacé le sang, bien plus qu'une crise de larmes. Les vrais professionnels ne négocient pas, ils appellent leur avocat. Dean Whitmore lui a hurlé. Il a exigé la loyauté de mon père, puis sa gratitude, avant de s'effondrer et de pointer ses propres initiales sur les registres pour prouver son sérieux. L'avocat a tout noté, d'un geste d'une lenteur exquise, sous ses yeux défaits. En sortant, Dean a shooté dans une poubelle. C'est ce détail ridicule que mon père adore raconter aujourd'hui, avec les yeux brillants d'un gosse qui vient de réussir un mauvais coup. À 16h, les 27 bureaux étaient vides. Les agents de sécurité récupéraient les badges avec la froide politesse d'un réceptionniste d'hôtel. Grant n'a même pas montré son visage. À 16h20, mon écran s'est éclairé. C'était l'unique message qu'il m'enverrait de toute l'année. Tu aurais pu faire ça discrètement. J'ai relu ces mots. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai murmuré à ma cuisine vide.
Oui, c'est bien ça le problème. C'est à ce moment-là qu'on a frappé à ma porte. Des coups secs, violents, impatients. Pas la police, non, la famille. Suzanne Whitmore n'avait jamais mis les pieds chez moi. Venir ici aurait exigé d'admettre mon divorce et mes 14 mois loin de leur grande maison de Neuilly. Mais mon adresse figurait dans le dossier et elle était là, derrière l'œilleton. Il était 19 heures. Suzanne portait ses perles et un manteau de laine en plein mois de juin, le poing encore levé. J'ai ouvert la porte parce qu'on ne vit pas une scène pareille 2 fois dans sa vie. 27 personnes, Fiona. Elle est entrée sans y être invitée. Sa voix envahissant chaque centimètre carré de mon appartement. Ingrate, déséquilibrée, vengeresse. Voilà ses mots. 27 innocents des familles des emprunts Noël. Elle a osé me parler de Noël en juin. Qu'allait dire le reste du monde? Avais-je pensé à la réputation de mon père en traînant son entreprise dans la boue? Je suis restée immobile près de ma bibliothèque, la laissant tempêter. Autrefois, sa voix me paralysait. À présent, elle n'était plus qu'un bruit de pluie sur une vitre. Voyant que sa colère n'avait aucune prise sur moi, elle a changé de tactique. Le ton est descendu d'un coup. Son visage s'est adouci. Elle s'est installée sur mon canapé sans y être invitée, a lissé son manteau et est devenue en un instant d'une douceur désarmante. Fiona, ma chérie, nous sommes tous fatigués. Laisse-moi te proposer un accord raisonnable. Et voilà qu'elle me ressortait le même arrangement, mais drapé dans une fausse bienveillance. Réintégrer les 15 personnes vraiment innocentes, disait-elle, ce qui signifiait que les 12 autres étaient coupables. Signer une clause de confidentialité mutuelle. Aucun dossier ne serait déposé au tribunal. Ton père garde son honneur, toi le tien, et personne ne saura rien. Tu es si douée pour arranger les choses, ma grande. Elle me tendait mon propre reflet sur un plateau d'argent. Elle m'offrait une sortie honorable, discrète, parfaitement ficelée. 1 an plus tôt, je serais tombée dans le panneau. Je l'ai fixée longuement, avant de lui poser la question qui me brûlait les lèvres depuis que j'avais enfin compris qui elle était. Suzanne, qui a signé ton contrat de mariage à ton arrivée dans la famille? Elle s'est figée. Pendant 1 seconde, la seule et unique fois de ma vie, le masque est tombé. Ma mère avait un fleuriste? A-t-elle murmuré d'une voix soudainement rauque. Boulevard de la République, Lens-Fleur. Quand j'ai épousé l'aîné des White, les dettes de mon beau-père étaient... Elle a pesé son mot comme un pion d'échec, considérable. La boutique servait de garantie bancaire et personne n'avait prévenu sa mère. Elle l'a appris juste avant le repas de Noël. Elle a quand même dressé la table. Suzanne a lissé son manteau, retrouvant sa posture de marbre. J'ai compris très jeune, Fiona, que dans nos milieux, une femme est soit utile, soit elle fait partie des meubles. J'ai passé 40 ans à me rendre utile et j'ai veillé à ce que mon fils épouse quelqu'un d'utile. Ce n'est pas de la cruauté, c'est ainsi que marche le monde. La famille protège la famille. Tout était dit. L'amour n'est qu'une affaire de transaction.
et le mariage un simple contrat d'approvisionnement. J'ai ressenti un élan de pitié sincère pour elle, je dois l'avouer. C'était réel. Si elle s'était tue à cet instant précis, l'histoire aurait pu être bien différente. Mais elle a continué. Elle s'est levée, a ajusté son manteau et a lâché sa dernière réplique préparée à l'avance dans sa voiture. Signe cet accord, ma chérie, car si cela s'ébruite, le nom Callaway sera la risée de tous les dîners mondains jusqu'à Lyon, sans parler de la santé de ton pauvre père. Avec tout ce stress, pense bien à ce que tu choisis. Puis, elle est partie, convaincue que sa menace ferait son effet. Je suis restée seule dans ma cuisine un long moment. J'ai fini par prendre mon téléphone pour confirmer notre réunion de 8 heures le lendemain matin, celle dont elle ignorait tout. Il restait 38 heures. La salle de réunion de Callaway Mechanical n'avait jamais été aussi pleine. Ce 17 juin, à 8 heures du matin, elle accueillait 2 assureurs, 3 dirigeants du groupe Hargrove, notre plus gros client pesant 30% de notre chiffre d'affaires, mon père, Cal et moi. Naomi m'avait récapitulé mes options la veille, et je veux que vous saisissiez le choix qui se présentait. Rien ne m'obligeait à faire ça. Nous aurions pu annuler tranquillement le projet Brightline par un simple recommandé, licencier tout le monde en douceur et laisser l'affaire mourir dans l'ombre. C'était la solution de Suzanne. C'était aussi ma propre solution, celle d'une femme habituée à cacher tous les secrets. Au lieu de me taire, je me suis levée face aux 2 seules entités capables de détruire notre entreprise. J'ai allumé le projecteur. La première diapositive montrait une étagère métallique désespérément vide, couverte de poussière grise. Sur cette étagère ai-je commencé 84 000 €. 2 cuivres ont été officiellement réceptionnés, mais rien n'a jamais été livré. J'ai pris cette photo il y a plus de 2 ans et je peux enfin vous expliquer pourquoi j'ai dû attendre si longtemps avant de parler. Je leur ai tout exposé calmement. Le projet Brightline, le détournement d'1 900 000 €, les 27 licenciements, les fausses signatures et le signalement au procureur, signé par mon père. À 7h15 ce matin, c'est à ce moment-là que j'ai fini par me saisir de cette fichue lettre de résiliation. Il ne restait que 24 heures avant la reconduction automatique. Attablé en bout de table, j'ai signé le document d'un geste sec, avant de le tendre à Cal pour un envoi en recommandé avec accusé de réception. Les dirigeants de Hargrove nous ont harcelés de questions difficiles pendant 1 heure. Puis, comme Naomi l'avait prédit, leur vice-président a fermé son dossier en prononçant la phrase qui nous coupait les vivres. Il suspendait le projet Meridian. 90 jours d'arrêt, 1 400 000 € de revenus envolés, parce que j'avais osé dénoncer une fraude au lieu de négocier un départ discret. Mon père a tressailli, pas moi. J'avais déjà payé cette note à 1 heure du matin, devant Monteffroy. Dans notre région, les rumeurs se propagent à la vitesse de l'éclair. Et les prédictions de Suzanne
se sont réalisés en quelques jours. Le journal a présenté cela comme un divorce sordide, salissant l'entreprise familiale avec mon nom en première page. On me décrivait comme une femme vindicative. « Tu as raison, Suzanne », ai-je murmuré en pliant le papier. « La famille protège la famille, et c'est ce que je fais. » Après 90 jours de crise, Hargrove est revenu. Leurs auditeurs ont fouillé nos comptes pendant 6 semaines sans rien trouver de suspect. Leur directeur a confié à mon père qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu un partenaire exposer ainsi ses propres fautes et que c'était pour ça qu'il restait. La compagnie d'assurance a accepté de renouveler notre couverture à des conditions que nous étions soulagés de signer. L'affaire de fraude s'est réglée sans menottes ni procès. Les avocats de Tedlon ont négocié un accord civil pour rembourser 1 100 000 € sur 4 ans. Brightline a été dissoute, mais le dossier reste là dans un tiroir. 2 des 27 ex-employés ont tenté de nous poursuivre pour licenciement abusif. Leurs plaintes ont été balayées grâce au formulaire de conflit d'intérêts que j'avais imposé quand Marcy se moquait de moi. Nous tournons désormais à 189 salariés avec une politique d'achat capable de résister à tout. Et chez les White, les lumières sont restées allumées. C'est cela qu'on ne vous dit jamais. Aucun coup de foudre céleste n'est venu s'abattre sur eux pour faire justice. Suzanne préside toujours le gala de l'hôpital et le club l'adore toujours. Ce soir, elle doit encore flatter l'ego de notables influents en se rappelant du prénom de leurs enfants avec sa grâce habituelle. Grant s'est fiancé à nouveau avant Noël, avec une femme présentée par sa mère. Et j'espère que la réalité sera plus belle que les promesses sur le papier. Leur monde tourne toujours, mais sans nous, et c'est notre plus belle victoire. Nous avons notre propre porte et j'en tiens la clé. En novembre, 5 mois après notre réunion, mon père m'a demandé de faire le tour de l'entrepôt avec lui. Sa façon de me montrer son affection. Il s'est arrêté devant l'allée 12, à la 3e étagère. Sur cette étagère s'empilaient de vrais raccords en cuivre, chacun étiqueté avec un numéro de chantier validé par Cal auprès d'un fournisseur fiable. Mon père contemplait ce stock, comme certains admirent les vitraux d'une cathédrale. « J'ai licencié des proches », a-t-il dit. « J'aurais dû t'écouter. » C'étaient là toutes ses excuses. Pour ceux qui connaissent Raymond Callaway, c'était énorme. Il m'a proposé la présidence de l'entreprise lui restant au conseil, loin de l'organigramme. J'ai accepté, à une condition, scellée par une poignée de main au milieu des rayons. Désormais, chaque embauche passera par un comité de 3 personnes, sans aucune exception, pour un Callaway, surtout un Callaway. Il a souri, puis, comprenant mon sérieux, il a serré ma main
comme s'il signait un contrat d'honneur. Lors du pique-nique annuel de l'entreprise cet automne-là, j'ai arboré mon tout nouveau badge avec fierté. Fiona Calloway, présidente. La fille d'un simple soudeur, debout, face à des étagères enfin fiables, portant un nom que personne ne m'avait dicté. S'il y a une leçon à retenir, c'est que préserver la paix ne signifie pas préserver sa famille. Parfois, refuser de se taire est le plus grand geste d'amour. L'étagère vide de l'allée 12 et cette décision de justice ont changé ma vie. C'est mon histoire. Et vous qui m'écoutez, quelle est cette limite que vous regrettez de ne pas avoir posée plus tôt? Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous lis tous. Pensez à vous abonner à Calm Drama Stories pour notre prochain récit. Prenez soin de vous, car c'est aussi ça, la famille.